Son camping-car, le bonheur de Jeannot. Ce véhicule d'occasion était son bien le plus précieux. Si l'on faisait exception, bien sûr, des favoris désormais grisonnants qu'il faisait tailler avec le plus grand soin chez un coiffeur bon marché du quartier pour conserver son faux air de rocker. Il avait choisi un Rapido de fabrication française. Il ne se lassait pas d'admirer les feux arrière de son camion en forme de croissant de lune et rêvassait souvent devant les lacets qui s'élançaient au milieu des montagnes sur le flanc droit du Rapido. Jeannot avait opté pour le modèle Design, 18 599 €. Camping-car, c'est un roman traité sur le ton léger de la comédie humaine qui raconte les aventures de 3 hommes de 60 ans. 3 amis soudés comme les doigts de la main, Alexandre, Jean, dit Jeannot, et Francis, alias Mozart. Ce sont trois amis, 3 complices. Ils sont drôles, ils sont rugueux, ils ont beaucoup de dérision sur eux-mêmes et sur la vie. Ils sont piquants à l'extérieur, tendres à l'intérieur. Ils ont toute une époque en partage, les 3 jours, la libération sexuelle, le rock'n'roll. Et finalement, moi, je me suis beaucoup attachée à ces 3 amis. Et les aventures qui leur arrivent et qui vont se discuter, se dénouer à l'occasion d'un road trip en camping-car qui va les conduire des Ardennes belges au golfe du Morbihan, en passant par Paris. Ce sont des petits événements à l'échelle de la grande histoire et des grands événements à l'échelle de la vie d'un homme. Alexandre Mornay, Jean Durutte et Francis Delouis sacrifiaient depuis 27 ans à cette coutume du dimanche soir, sans lassitude. La perspective de leur dîner d'hommes relevait d'une note joyeuse cette morne journée. Échapper au film du dimanche soir les aidait à moins détester le jour du Seigneur, comme on disait autrefois, et qui, précisément, leur rappelait tant l'ennui de la messe de 11 heures, du moins jusqu'à l'hostie. Souper ensemble, sans femme, sans autre attente que le plaisir de se retrouver, ils adoraient. Alexandre, qui est un haut fonctionnaire au placard, s'est inventé un passe-temps comme maître des cérémonies au cimetière pour chiens d'Asnières. C'est une fonction qu'il exerce avec le plus grand sérieux. Mais il se sent dévalorisé parce que sa femme, Dolores, est de plus en plus absorbée par des fonctions et des responsabilités sur la scène publique. Alors Alexandre se console dans les bras d'une jeunesse qui est de plus en plus exigeante, au point qu'il est tout d'un coup pris d'un vertige et qu'il ne sait plus s'il va larguer les amarres avec cette jeune femme ou rester avec Dolores. Jeannot, lui, il est conducteur de bus sur la ligne 85 à Paris, Jardin du Luxembourg, Porte Clignancourt. Et il a plusieurs passions dans la vie, dont les femmes, le camping-car aussi, mais dont les femmes. Et il est très anxieux que l'âge avançant, son corps le lâche. Il a peur des ratés. Il a peur d'être mis en difficulté dans sa grande carrière de séducteur. Et puis en plus, il est très perturbé parce qu'il rencontre une nouvelle génération de femmes qui se comportent un peu comme les hommes le faisaient jusqu'à présent. Et donc il perd tous ses repères. Et tout ça l'amène à s'interroger sur sa capacité à nouer un lien durable avec une femme, ce qui suppose d'explorer le sentiment et le cœur, et pas seulement le corps et le plaisir. Et puis, il y a le dernier, Francis, alias Mozart, que ses copains ont surnommé Moz, parce qu'il a fait toute sa carrière dans les dessous techniques de l'Opéra de Paris. Et ce métier, c'était sa passion, sauf qu'il a perdu son emploi. Alors, il est totalement déprimé à l'idée de ne pas retrouver un travail dans une société qui considère qu'à partir de 50 ans, on est un senior et qu'on n'a plus beaucoup de chances de trouver un emploi. Il est terrorisé par
la peur de la dégringolade sociale, et puis en plus une mère, sa mère, qu'il n'a pas vue depuis plusieurs décennies, fait irruption dans sa vie et va bouleverser tout l'ordre établi qu'il avait, qui constituait son quotidien. Ils aimaient se retrouver à la table de la Touraine sans avoir à prendre rendez-vous, comme des contrebandiers de la vie parisienne où chaque rencontre exige d'être programmée longtemps à l'avance, comme des adolescents qui réinventent le monde sur la même banquette. Ils avaient l'impression de renouer avec la facilité provinciale de leur jeunesse, où l'on pouvait sans prévenir sonner à la porte d'un ami et la trouver ouverte. Ils goûtaient la paix de cette rue Croulebarbe. À un jet de pierre de l'avenue des Gobelins, elle enveloppait de son calme le bâtiment du Mobilier National, le square René Le Gall, les pavés qui recouvraient le lit de la Bièvre. Seul le cri énervé des corneilles déchiquetait par instants le silence. Le quartier avait un air de campagne. Voilà, donc c'est un peu cette variation-là qui est traitée sur un ton enjoué, qui essaie de traiter une période exceptionnelle, je trouve, dans la société actuelle. C'est celle des gens de 60 ans. Des gens qui sont tout étonnés d'arriver à cet âge-là, qui se sentent encore avoir 30 ans dans leur tête, qui sont pleins de désirs, d'appétit, d'énergie, de projets, mais qui savent que l'horloge tourne. Michaud disait que la jeunesse, c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer. Or, à 60 ans, on est dans une espèce de deuxième adolescence, par les envies, et en même temps, on sait très bien ce qui va se passer. Puis c'est un roman qui essaie aussi de raconter comment les hommes de cette génération, ou certains d'entre eux en tous les cas, bien qu'ils soient nés dans une époque de grande liberté, qu'ils aient grandi dans une époque de grande liberté, les années 70, 68 et les années 70, finalement sont encore assez taiseux avec toutes les émotions et les sentiments qui les animent, et ils sont encore encapuchonnés en quelque sorte dans une pudeur qui est assez masculine. Et puis enfin, je crois que c'est, en tous les cas c'est ce que j'avais envie d'écrire, c'est une ode à l'amitié. Voilà, et c'est léger et grave en même temps, mais c'est léger parce que je crois que c'est bien de se faire du bien en ce moment.